Bonsoir à tous, bienvenue au 19h. À la une de l'actualité locale ce soir, la grève générale, deuxième opération Mayotte, île morte en 3 semaines. L'ensemble des commerces et des administrations étaient fermés ce mercredi pour rejoindre la grande marche du jour. On en parle au cours de cette édition, juste après les titres. Forte mobilisation pour la deuxième opération Mayotte île morte. Élus, syndicats, patronats, citoyens, entre 8 000 et 10 000 personnes ont battu le pavé pour dire stop, encore et toujours, à l'insécurité dans le 101e département. Focus en ouverture de votre journal. Carla Baltus, la présidente du MEDEF Mayotte, était sur notre plateau ce matin. Et pour cause, les entrepreneurs ont participé à la mobilisation Mayotte île morte par une action forte. Les entreprises adhérentes ont en effet fermé leurs portes aujourd'hui. Explication au cours de cette édition. Le lancement du premier épisode de Shababi Project, c'est demain à 20h sur KTV et de 18h à 21h à la MJC de Mamoudzou. Ce matin, les partenaires de la série 100% mahoraise ont été invités pour une séance cinéma. Les premiers avis sur la série à la fin de votre journal. Comme annoncé, on débute ce journal par le mouvement de grève générale avec cette nouvelle opération Mayotte île morte. L'ensemble des services publics et privés étaient à l'arrêt ce mercredi pour rejoindre la grande marche partie de la Pointe Mahabou à direction de la place de la République. Et le succès du mouvement était bien au rendez-vous. La guerre des chiffres également, entre 8 000 et 20 000 personnes mobilisées pour lancer une fois de plus un cri du cœur en direction de Paris afin de réclamer une fois de plus de moyens contre l'insécurité. Reportage. La pluie battante sur le chef-lieu n'a aucunement découragé les manifestants contre l'insécurité générale au sein du 101e département. Élus, syndicats, patronats et citoyens, toutes les forces vives du territoire, unies comme jamais pour réclamer une écoute sincère et plus de moyens au gouvernement. Nous avons lancé un cri d'alarme, un cri unitaire et j'ose penser qu'à 10 000 km d'ici, les gens entendront. Tous ceux et toutes celles qui nous gouvernent, nous entendront. J'en suis persuadé. Ce mercredi, une grande partie des activités étaient à l'arrêt, services publics comme privés, un secteur économique aujourd'hui de plus en plus fragile, voire au bord du gouffre. Aujourd'hui, nous soutenons ce mouvement parce que nous pensons que ce mouvement est l'intérêt de tout le monde. Nous aussi, nous subissons cette insécurité. C'est pourquoi il faut que ce soit le gouvernement qui nous donne une réponse claire et que cette réponse est claire d'envoyer quelqu'un un décideur du gouvernement ici à Mayotte qui pourra débloquer cette situation. J'espère que le gouvernement va nous entendre et j'espère aussi que la solution sera trouvée rapidement parce que ça peut et ça va laisser des séquelles, comme je viens de le dire, à nos entreprises. Pour l'intersyndicale, cette nouvelle opération Mayotte île morte est de nouveau une réussite. 8 à 10 000 manifestants pour les forces de l'ordre, entre 15 000 et 20 000 personnes d'après les organisateurs. Une véritable démonstration de force sur laquelle compte bien s'appuyer le mouvement. Aujourd'hui, c'est clair et net que le rapport de force est du côté du peuple. Donc aujourd'hui, nul gouvernement ne peut s'autoriser à ne pas entendre ce rapport de force-là. Le message que nous avons voulu lancer aujourd'hui, c'est un message fort de détermination à découdre avec l'insécurité à Mayotte. Donc nous ne lâcherons pas, nous allons continuer le rapport de force. En fin de matinée, le cortège a achevé sa marche place de la République, où une Marseillaise a été entonnée plein poumon par la population pour afficher une fois de plus l'attachement de Mayotte à la République française.
Oui, une opération journée île morte où de nombreux entrepreneurs locaux ont tenu à y participer. Depuis hier, la CPME et la CAPEB 976 ont décidé de se joindre à l'unité générale du jour. Le MEDEF, réticent au départ en raison de la forme du mouvement, a finalement créé une intersyndicale avec les deux autres syndicats du patronat afin d'élargir le champ des revendications. Aujourd'hui, les grandes, moyennes et petites entreprises étaient fermées en signe de solidarité avec la mobilisation. Car si l'économie locale subit les conséquences néfastes des barrages, elle en pâtit davantage encore en ce qui concerne l'insécurité. Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Vendredi dernier, le MEDEF a pu rencontrer les organisations citoyennes et syndicales à l'origine du mouvement de grève générale. Le syndicat du patronat, qui soutient les revendications, avait posé comme préalable à une participation au mouvement la levée des barrages. Si sa présidente Carla Balthus n'a pas obtenu gain de cause, elle s'est constituée en intersyndicale avec la CAPEB et la CPME, car l'insécurité représente un frein au développement de l'économie à Mayotte. Donc on a vu nos adhérents, le soir même on a vu nos adhérents, on s'est revu avec la CPME, on a travaillé sur notre plateforme pour le développement de Mayotte, et tout en sachant que le cœur du sujet, c'était la lutte contre l'insécurité. Donc c'est quelque chose qui nous touche tous, c'est quelque chose qui nous touche professionnellement, personnellement, ça peut nous arriver, ça nous est arrivé à beaucoup d'entre nous, à nos familles, à nos amis, dans les entreprises. Le poste de la sécurité coûte plus de 100 000 € dans beaucoup d'entreprises. Des sommes faramineuses déployées pour protéger les entreprises, auxquelles s'ajoutent des mouvements de grève à répétition. 2018 ne déroge pas à la règle et la situation inquiète le syndicat du patronat. En effet, les entraves à la liberté de circulation des biens et des personnes font craindre une vague massive de licenciements économiques. Le mouvement a commencé par les transporteurs. Donc c'était le 24 janvier 2018. Donc on a plus d'un mois de conflit dans ce secteur. Tout ce qui touche la scolarité, ceux qui livrent les repas, les collations pour les enfants, ils ne travaillent pas. Beaucoup de salaires n'ont pas été payés pour février et ne le seront pas. Il ne faut pas se leurrer. On a commencé à envoyer cette semaine un nombre impressionnant de demandes, je n'ai pas encore les chiffres, de demandes de chômage partiel. D'activité partielle. Parce qu'on ne pourra pas. On ne pourra d'activité partielle. On ne pourra pas tenir les échéances du 15 mars au niveau de la caisse de sécurité sociale, au niveau de la fiscalité. On ne pourra pas payer. On n'a pas de trésorerie, on n'a pas de personnel dans les entreprises qui viennent puisqu'il y a des barrages. Donc ils viennent même pas, nos RH ne viennent même pas faire les bulletins de paye. Combien même on aurait la trésorerie pour ceux qui se portent bien. Expliquez-moi comment les entreprises vont fonctionner. Les patrons réclament notamment une année blanche en matière de charges fiscales suite à une année 2017 marquée par plus de 300 jours de grève. Carla Balthus, qui est soutenue par le MEDEF au niveau national, espère maintenant que le gouvernement va rapidement réagir afin d'éviter une catastrophe économique. Le collectif a été très clair. Tant que le gouvernement ne verra pas un geste fort, le mouvement va durcir, il y aura beaucoup de surprises. Moi, j'ai l'impression de revue 2011 puisque j'étais là et ça fait peur. Ça fait peur et ça fait mal. Les entreprises souffrent. Oui, les entreprises souffrent. Depuis le début du mouvement, j'ai le sentiment que ça va s'empirer. J'ai un mauvais pressentiment, mais en même temps, il faut quand même rester optimiste, quoi qu'il en soit. J'espère vraiment que le gouvernement va réagir à la hauteur de l'attente de la population. Réagir vite et à la hauteur des attentes, voilà ce qu'espèrent tous ceux qui participent au mouvement, même si la balle est désormais dans le camp du gouvernement. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors la fin du mouvement semble loin, voire très loin au vu du silence du gouvernement, mais on peut être sûr qu'à la fin de cette grève générale, ça laissera forcément des traces. Oui, ça laissera forcément des traces, et notamment forcément dans le domaine économique, parce que ça fait
des mois, des années qu'on a des barrages, qu'on a des blocages, qu'on a des grèves qui font que les entreprises ont du mal, elles ont du mal à fonctionner, elles ont du mal à payer leurs salariés, elles ont surtout un problème de trésorerie en fait. Voilà, là effectivement au mois de mars on a les charges fiscales qui tombent pour les entreprises, donc il va falloir les payer, ça risque d'être très compliqué. On a une nouvelle vague comme on a déjà eu dans le passé, on a une nouvelle vague de mise au chômage partiel, donc ça aussi ça pose problème et voilà, et on va au devant de licenciements économiques. Donc ils se sont unis et ça aussi c'est quelque chose à faire remarquer parce que là on le voit qu'on a vraiment l'ensemble de la société civile qui est en train de s'unir pour ce mouvement de grève générale. Alors effectivement les méthodes elles ne conviennent pas à tout le monde, notamment aux patrons, et le MEDEF avait dit dans un premier temps nous ne participerons pas au mouvement car nous ne sommes pas d'accord avec ces blocages qui portent atteinte à l'économie de l'île. Aujourd'hui voilà, ils veulent en tout cas participer et montrer qu'ils soutiennent les revendications parce que ces revendications concernant l'insécurité, l'ensemble de la population les soutient. C'est les méthodes qui posent problème et ils ont créé effectivement une sorte de plateforme revendicative dans laquelle on retrouve notamment l'instauration d'une zone franche. On sait que le MEDEF la réclame depuis plusieurs mois. On a également, c'est pas nouveau non plus, un plan Marshall. La demande d'instauration d'un plan Marshall sur 10 ans, ça aussi c'est quelque chose qui est important. On a une demande d'accompagnement par rapport au code du travail. On sait qu'il y a les 35 heures qui sont en train d'être mises en place et c'est un peu compliqué pour de nombreuses entreprises. Alors peut-être pas forcément celle du MEDEF, mais en tout cas pour les petites et très petites entreprises, ça c'est une certitude, c'est vraiment très difficile. Voilà, on a aussi une demande concernant la sécurité parce que, comme il était dit dans le reportage, on a des entreprises qui mettent des sommes astronomiques pour assurer la sécurité à la fois de leurs employés mais aussi de leurs locaux pour ne pas se faire cambrioler ou pour ne pas que leurs employés se fassent agresser à la sortie du travail. Donc voilà, effectivement, c'est logique qu'ils soient à l'intérieur de ce mouvement et qu'ils prennent part. Ils sont en train d'ajouter des revendications et puis on le voit au fur et à mesure lorsqu'il y a de nouveaux syndicats qui entrent, lorsqu'on a des citoyens aussi qui entrent. On a une plateforme revendicative qui est de plus en plus importante et on voit que ça touche tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, avec notamment la FSU qui vient après coup d'entrer dans le mouvement de grève aussi. Donc voilà, on a vraiment une plateforme qui s'étend au même titre que ce qu'on avait eu en Guyane il y a quelques mois. Alors en attendant, le mouvement continue. Hier, la ministre des Outre-mer parlait d'une conférence sur l'avenir de Mayotte. Une annonce qui ne risque pas de calmer les esprits. A priori, les barrages devraient reprendre demain. Dans les principaux axes routiers. Oui, on va avoir des actions similaires à ce qu'on a eu en début de semaine et en fin de semaine dernière. On a effectivement des grévistes qui sont motivés, qui ne lâcheront rien. Aujourd'hui, ça a été une vraie démonstration de force parce que c'est vrai qu'on se disait que ces barrages, ils permettaient notamment de ne pas avoir de ne pas montrer combien il y avait de personnes et ça permettait de dire, bah voilà, vous voyez, on arrive, même si on est très peu et on ne sait pas combien on est, on arrive à bloquer et à paralyser l'ensemble de l'île. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui une belle démonstration de force qu'ils ont fait et parce que voilà, il y a eu un vrai soutien populaire et que on a eu aussi des personnes qui n'étaient pas venues dans les précédents mouvements et qui aujourd'hui étaient là. C'était vraiment très 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 diversifié au niveau de la population. Donc là maintenant ils ont vraiment le soutien de la population et ils l'ont dit, ils vont aller crescendo. Donc il faut s'attendre à ce que dans les prochains jours les barrages continuent au risque qu'effectivement ça divise. Et ça, on ne cesse de le répéter, effectivement, la manière divise depuis le début. Et quand il y a une journée morte et qu'il y a une marche pacifique, comme ça a été le cas, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord parce que la revendication principale, tout le monde est d'accord. Ensuite, voilà, les actions, effectivement, il faudrait qu'il y ait plus de concertation, je pense, et peut-être s'attaquer à d'autres personnes qu'aux citoyens, puisque finalement, c'est ce qui se passe. On ne cesse de le répéter, mais le préfet du Haut-du-Rocher, il n'a pas vraiment de problème lorsque les routes sont barrées. Bien, on continuera sur cela de très près. Merci Pierre pour toutes ces précisions. Lui n'est pas étonné de la situation actuelle du 5e département. Auteur du désormais célèbre ouvrage Mayotte en souffrance, Mahmoud Aziari était l'invité de la matinale de Kwesi. Pour l'ancien directeur de la CIM, cette crise sociale résulte d'une gestion calamiteuse de la part des différents gouvernements qui ont toujours vu l'île aux Lagons comme un territoire de seconde zone où les intérêts personnels passent avant l'intérêt général. L'économiste va même plus loin et parle aujourd'hui de mépris d'État comme le cœur du problème à Mayotte. Extrait du temps de parole du jour. Le centre du problème, c'est le mépris d'État. Alors je vois aujourd'hui dans les articles du poignant
qui dénoncent le mépris d'État dans les Outre-mer. J'ai discuté avec des gens de Saint-Martin qui disaient la même chose, à La Réunion, etc. Le mépris d'État. Et ce mépris d'État, pendant des années à Mayotte, s'est transformé par cette idée de mentir chaque fois et de manipuler chaque fois pour faire croire aux gens qui sont heureux, jusqu'à même à leur dire à un moment donné, mais vous avez un sentiment d'insécurité, ce n'est que sentiment. Donc on manipule. Alors les chiffres, les données, on fait peur aux élus, des élus sont obligés d'être dociles, et on organise tout un système qui fait que même l'argent qui est censé être utilisé dans le développement de Mayotte, où il est dévoyé dans une production qui est manignée, on peut le dire, il suffit de regarder les routes dès qu'il pleut, etc., ou alors il n'est même pas utilisé. C'est le cas du contrat de projet, le premier 2013, et de ce contrat de projet-ci, qui n'est même pas utilisé, et des fonds européens. 19h et bientôt 19 minutes sur Kosi TV. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité locale de ce mercredi 7 mars dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La mobilisation du jour a une nouvelle fois été marquée par la présence des élus. Les parlementaires, les maires et les conseillers départementaux de Mayotte se sont ainsi constitués en comité afin de rejoindre le mouvement de l'intersyndicale et des collectifs des citoyens de Mayotte contre l'insécurité et pour le développement de l'île. Une union sacrée inédite qui prend notamment la forme d'une fermeture jusqu'à nouvel ordre des collectivités locales de l'île. Les revendications collectives pour cette manifestation sont les suivantes. Tout d'abord, des mesures fortes de lutte contre l'insécurité permettant aux Mahorais de retrouver la sérénité et la paix. Deuxièmement, un plan de développement qui permette à Mayotte de retrouver l'espoir en son avenir et à la République d'incarner sa valeur fondamentale d'égalité. Enfin, la programmation en urgence d'un déplacement gouvernemental à Mayotte pour entendre les Mahorais, définir les actions concrètes et prendre des engagements fermes de réalisation. Après 10 jours passés à Mayotte, Jean-Hugues Graténon, le vice-président du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, est de retour à Paris. L'occasion pour le député réunionnais d'interpeller la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Par le biais des questions au gouvernement, il a tenu les propos suivants, je cite « Qu'attendez-vous pour faire de Mayotte un département à part entière en engageant sans délai un réel plan de rattrapage? Il leur faut au moins 1,8 milliard d'euros. Qu'attendez-vous pour engager une vraie concertation avec les Comores en faveur d'un co-développement progressif et durable ?» À cela, la ministre a rappelé à nouveau le plan de sécurisation des établissements scolaires, évoqué l'instauration d'une future zone de sécurité prioritaire ou encore sa volonté de mettre en place une conférence sur l'avenir de Mayotte. Pas de quoi convaincre le député de l'opposition qui a conclu son propos en ces termes « Mayotte ne peut plus attendre, Mayotte est au bord de la guerre civile ». De son côté, le député Mansour Kamardine a rapidement réagi suite à la grande mobilisation du jour. Selon lui, la réussite de la Grande Marche pour la paix ayant réuni plusieurs milliers de personnes arborant des drapeaux tricolores et chantant la Marseillaise marque la détermination de l'ensemble des forces vives du 101e département français à se battre pour la paix et le développement économique et social de Mayotte. Il ajoute que l'État doit lancer une mise à niveau en termes de politique de lutte contre l'immigration clandestine, de sécurité, d'équipement, d'accès aux services de base, de traitements sociaux et de politique éducative. Avant de conclure en ces termes, je cite « Tout est sur la table, point besoin d'une conférence organisée dans plusieurs mois. Il n'y a qu'à définir un agenda de mise à niveau des infrastructures, des services et des politiques publiques. » Un peu de légèreté pour terminer ce 19h. Hier, nous l'évoquions lors de notre édition, le lancement de la série Made in Mayotte Shababi Project, diffusée dès ce jeudi à partir de 20h sur Kosi. Et pour parler de ce grand rendez-vous avec nous en plateau, l'équipe du tournage. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Valérie Thomas, membre de l'association Women Act Now, et Delixia Péril, auteure et réalisatrice. Alors ce matin, l'avant-première de la série était organisée. Les réactions des acteurs et des partenaires. Et ensuite, on en parle de cette série avec vous.
Séance cinéma ce matin pour les partenaires de Shababy Project qui ont eu la chance de voir en avant-première la saison 1 de la série 100% mahoraise. Et pour le directeur de l'Association pour la condition féminine et d'aide aux victimes, cette œuvre audiovisuelle est un réel support de prévention. Je voulais tout d'abord remercier Dr Thomas parce que quand il nous a parlé de ce projet-là au départ, on ne croyait pas. Et là, on voit l'aboutissement. À travers cette série, je pense que ça va bouleverser certaines choses dans nos mentalités. Ces projets-là vont permettre justement à faire notre campagne de sensibilisation, aider à sensibiliser pour lutter contre les violences faites aux femmes ou lutter tout simplement à travers la prévention, à travers le sida, à travers tout ce qui est acte de violence. C'est un outil de prévention jamais fait à Mayotte et il était temps. Et ce n'est pas la directrice du CHM, partenaire incontournable de ce projet, qui dira le contraire. J'avais trouvé cette idée particulièrement intéressante pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça devait mettre en scène la vie à Mayotte, j'allais dire la vraie vie, la vie des jeunes, la vie de leurs parents éventuellement. Puis surtout, c'est important de faire passer des messages de santé sur Mayotte, puisque l'éducation à la santé est une préoccupation majeure aussi de l'hôpital. Et par ailleurs, c'est une œuvre qui donne une autre image de Mayotte aussi, et qui peut participer à améliorer cette image que nous avons à l'extérieur et qui n'est finalement que parcellaire. Voilà, donc un excellent projet. Quant au président de l'association Demain pour les enfants et responsable de l'école du civisme, cette série est représentative de la force de la jeunesse de l'île. J'ai été ému parce que dedans, on trouve de l'énergie de la jeunesse, notre jeunesse mahoraise qui est capable de faire des bonnes choses. Il faudra arrêter d'afficher Mayotte uniquement dans le cas de la violence. Mayotte, il n'y a pas que ça. On a aussi d'autres choses, d'autres talents. On les voit très bien ici. La jeunesse mahoraise est capable de faire des choses. Je tiens absolument à remercier les organisateurs et les organisatrices qui étaient derrière tout ça, qui ont voulu non seulement démontrer que nous avons une double culture, cette culture bien sûr qui vient de l'extérieur, qui vient de la métropole, qui vient d'ailleurs, et notre culture traditionnelle mahoraise, qui peuvent bien aller ensemble pour faire une bonne alchimie pour que nos enfants puissent aller le plus loin possible. Des avis unanimes. À voir si demain les spectateurs seront du même avis. En effet, pour le staff de Shababy Project, le 8 mars, journée internationale de lutte des femmes et pour l'égalité des droits, est un grand jour. C'est la sortie de notre série, on est très fiers et on se donne rendez-vous à la MJC de Ngombani à partir de 18h, donc ça sera diffusé à 20h, mais il vaut mieux venir avant pour ne pas rater ça. Bien évidemment, on sera au rendez-vous demain. Voilà pour ce reportage d'Adèle Laurent. Valérie Thomas, on a entendu de la part de ces actrices justement de la série une fierté. Bon, on n'a pas besoin de vous poser la question, mais on va le faire quand même. Une fierté partagée. Effectivement, très très fière que ce projet ait pu aboutir. S'il a pu aboutir, c'est qu'il a marché collectivement. C'est un vrai projet collectif depuis le début. Ça n'est pas un hasard si Jamael de l'ACFAV a mobilisé d'ores et déjà, c'est son outil, il le sait, cet outil il est né d'une collaboration initiale avec Madame Korji et puis avec l'enquête qu'on a conduite aussi avec leur collaboration. Donc oui, je suis extrêmement fière de leur investissement, je suis extrêmement contente que ça leur ait plu, parce que ce matin c'était la première fois qu'ils voyaient l'intégralité de la série. C'était important aussi qu'ils rencontrent les partenaires, qu'il y ait ce moment d'échange parce que ça donne aussi corps à ce projet. Et enfin, c'est vraiment l'opportunité de se projeter dans une image positive et des capacités. C'est-à-dire, c'est ça qui doit forcer le respect. Mayotte doit être respectée à la hauteur de ses capacités, de son talent, de sa beauté et de ce qu'elle est capable de faire. On l'a entendu dans la bouche de Catherine Barbezieux, la directrice du CHM. Une œuvre qui donne une autre image de Mayotte, justement. C'est ça l'objectif. C'est un des objectifs. Après, c'est une série qui a pour objectif de parler de sujets difficiles comme de violence, de violence physique, sexuelle, de mariage forcé. Mais ça n'est pas une spécialité mahoraise, c'est une spécialité mondiale, la violence faite aux femmes. Et ce qu'on voulait montrer précisément, c'est qu'à Mayotte, les jeunes sont capables de se mobiliser pour déjouer les ressorts de cette violence. Pour nous, c'est important. Délixia Péril, vous êtes auteure, réalisatrice, actrice de cette série, beaucoup de casquettes. Que voulez-vous que l'on retienne de cette série, Shababy Project? Qu'il y a une jeunesse qui veut autre chose,
qui est prête à déconstruire les modèles qui ne leur plaisent pas et qui sont prêts à se mettre au travail, qui sont là avec beaucoup de, comment dirais-je, de force et en même temps tiraillés aussi par les coutumes, mais qui ont une vraie volonté de changer les choses. Et moi, j'ai rencontré des jeunes filles et des jeunes garçons avec un grand désir, avec une soif, un appétit d'apprendre et de croquer la vie. Et si on leur fait confiance, si on leur donne la place pour le faire, nous, adultes, eh ben, on pourrait être fort surpris de leur force de proposition et du talent qu'ils ont. Vous prédisez une carrière d'acteur et d'actrice pour ces jeunes? Ah oui, tout à fait. Ouais. Moi j'ai vu en un an des changements fondamentaux. C'est-à-dire que j'ai vu des jeunes filles qui se cachaient derrière, qui rigolaient, qui avaient honte, des garçons qui parlaient pas, qui baissaient la tête, qui aujourd'hui prennent un micro, parlent, dansent, se regardent, parlent, mais déjà physiquement. C'est l'image que vous vouliez donner justement à cette jeunesse mahoraise dont parfois c'est une image, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que quand on commence à prendre conscience de soi, de son espace, de qui je suis, qu'est-ce que je représente et qu'est-ce que je veux, c'est-à-dire que je commence à articuler des mots, et c'est-à-dire aussi à réfléchir par moi-même. On peut être pas d'accord. C'est pas grave, mais au moins on peut poser sur la table et dire qu'est-ce que t'en penses, je suis d'accord, déconstruire les choses, oui, non, et après affirmer les choses. Et ça, pour moi, c'est la grande force, que ce soit à La Réunion, à Mayotte ou ailleurs, hein, chez la jeunesse, c'est important de construire l'esprit critique, d'analyse pour réfléchir et pour proposer qu'est-ce que vous voulez, et pour pas être toujours tenu par la fatalité, et c'est comme ça, on peut rien, tu sais, ça a toujours été comme ça, les filles c'est comme ça, les garçons c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Ben non, si ça ne nous plaît pas, on a le droit et on peut et il faut dire non, mais c'est pas casser, déconstruire et rien proposer. Maintenant on peut casser, déconstruire et dire voilà notre proposition, et notre proposition elle est artistique, elle est de l'ordre de la danse, du chant, du théâtre, de la création, permettre le rêve aussi de se réaliser. C'est important d'avoir des rêves. Quand on a une jeunesse qui ne rêve pas, qui a peur, qui est inquiète, c'est grave. On n'a plus d'avenir pour une île ou pour un pays. Et nous, bien sûr, notre travail qu'on a essayé de faire par le théâtre, par le cinéma, ça a été ça, c'est de dire, si vous avez des rêves, on a envie de vous donner les moyens de les concrétiser et de les projeter. Ça a été également une révélation pour eux, pour ces jeunes acteurs et actrices? Oui. Il y en avait qui avaient déjà de bonnes bases, mais j'ai vu chez certaines jeunes filles vraiment des métamorphoses et une prise de conscience pour elles, pour ma sœur, pour la cousine, pour ma tante, pour ma mère. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire que quand on commence par soi, on peut aller vers les autres et vers un collectif. Le changement, il commence par là. Je ne vais pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour moi, dans mon entourage? Et du coup, ça ouvre sur les autres. Et ce que je fais de bien pour moi, je peux le faire pour les autres. Valérie Thomas, cette série, c'est également une véritable bouffée d'air frais dans un contexte de crise sociale que l'on vit actuellement. Quel est votre regard justement sur ce que l'on vit actuellement? C'est très difficile Moi, ça fait 4 ans que je travaille. Je ne suis à temps partiel, en tout cas, à l'hôpital de Mayotte. Moi, dans cette série, c'était l'idée d'une contribution citoyenne à un département français. Et c'était fondamental, parce que c'est l'angle des violences qui est un de mes sujets de prédilection, bien avant de venir à Mayotte. Et donc pour moi, c'était un peu un choix naturel que de m'intéresser à ces sujets. Mais surtout ça, je crois tout le monde peut amener sa pierre à l'édifice
pour rendre visible Mayotte, comme tu dis très bien, c'est-à-dire pour que la jeunesse mahoraise, qui est l'atout majeur, ça n'existe quand même nulle part, dans aucun autre département français. On a 60% de la population qui a moins de 20 ans. C'est une ressource extraordinaire et j'espère que cette expérience, déjà pour les participants, je suis sûre que ça a ouvert un imaginaire, ça a ouvert un champ des possibles. Ils nous l'ont dit ce matin. C'était très émouvant. C'est très émouvant les échanges qu'on a aujourd'hui et j'espère qu'on pourra les partager avec les téléspectateurs et les spectateurs demain soir. Effectivement, on sera au rendez-vous. Est-ce qu'une saison 2 est prévue de Shababy Project? Je m'adresse à vous deux. Bah, ça ne dépend pas que de nous. Non. je vais, pour répondre tout à fait honnêtement, si on a mis, pour moi, on leur a mis le pied à l'étrier. S'il y a une saison 2, eh ben je voudrais que ce soit leur saison 2. Ça n'a pas été facile de mettre en place ce projet, c'était un parcours du combattant, c'est pour cela. Ça a été, pour moi, c'est 2 ans et demi de travail, qui a été soutenu par des partenaires fidèles comme l'ARS, la Direction des Affaires culturelles, le CHM bien sûr, le CSSM, la préfecture, le ministère Outre-mer et de la Ville, bien sûr. Mais une première expérience difficile avec une production qui, au bout d'1 an de travail, s'est désengagée en disant tu n'y arriveras pas, Mayotte c'est trop difficile. Et ça c'était il y a un peu plus d'1 an, c'était en novembre 2016, et on n'a pas cédé. Et on a tenu, et nos partenaires et nos collègues en métropole m'ont mis en contact avec Délixia Perrine. Je suis arrivée avec mon projet. Je lui ai dit, moi, je ne sais pas écrire des histoires d'amour, et en aucun cas je ne saurais diriger des comédiens. J'ai une certaine vision, j'ai une culture de l'image, mais j'ai besoin de toi. On s'est testé sur du théâtre forum, je l'ai vu faire, j'ai été bluffée par ce qui s'est passé, alors que c'était des comédiens que je connaissais depuis 1 an et demi. Je les ai vus aller beaucoup plus loin dans la compréhension d'eux-mêmes, de leur parcours. Et je trouve qu'en 1 an, en tout cas, mené tambour battant, oui, avec des obstacles, mais voilà, la preuve est là, on a réussi à le faire. Délixia Perrine, ce serait un rêve pour vous de prolonger l'aventure? Bah bien sûr, bien sûr. Pour les acteurs et actrices également, j'imagine. Voilà, de les accompagner au mieux. Mais c'est vrai que c'est cette autonomie qu'on voudrait leur donner. Là, ils ont goûté. Ils ont goûté au plaisir de se voir, au plaisir de travailler, de rencontres. Parce que aussi, il faut dire, les danseurs, ce sont une équipe... Une partie des danseurs, oui. Oui, ce sont des Comoriens. Et moi, j'ai vu une belle histoire fraternelle entre ces jeunes acteurs mahorais et ces danseurs comoriens. J'ai vu une histoire d'amour, de vie, en fait. Et ça, c'est fort. C'est porteur, ça, c'est riche, ça n'a pas de prix. C'est une qualité qu'on ne peut pas toucher, c'est dans notre cœur, c'est là, ça nous appartient. Et bien sûr, moi, maintenant que c'est lancé, il faut que ça vive. Mais voilà, avec l'aide qu'il faut aussi, parce que c'est pas parce qu'on a pu faire avec des moyens difficiles, pas beaucoup d'argent, tout ça, qu'on peut le refaire dans le même état. Ça sera... Non, on le fera différemment. Sur le refrain, on le fera différemment. Tout à fait. Eh bien, on l'espère bien, mais en attendant, demain, rendez-vous à 20h pour la première diffusion de Shababy Project, de la danse, de l'amour, du chant, tout ce qu'il faut, comme on dit. Merci à vous, mesdames, d'être passées par ce 19h, et à demain, bien évidemment, pour la diffusion de Shababy Project, suivie de discussions avec Dominique Georges. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de votre programme sur les antennes de Kwezi. Retour de l'information demain, 6h, la matinale. Je vous retrouve à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain, si vous le voulez bien.